Quel est le meilleur investissement? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est les actions? Est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est les crypto-monnaies? Est-ce que c'est les trackers ETF? On va répondre à cette question aujourd'hui qui est extrêmement importante parce que si tu t'es formé un petit peu sur la finance personnelle, tu dois savoir qu'à la fin, quand tu seras riche, quand tu auras par exemple 1 million d'euros, la majeure partie de ces euros auront été générés par tes investissements et non pas par juste ton épargne. Donc c'est un sujet qui ne doit pas être pris à la légère. C'est en fait le plus important quand tu veux devenir libre financièrement, devenir riche. C'est est-ce que tu vas bien investir ton argent ou non. Donc on va faire un comparatif en parlant des avantages et des inconvénients à chaque fois pour t'aider à voir en fonction de ta situation quel est le meilleur type d'investissement. En tout cas, voilà, selon mon point de vue, selon mon avis, qui peut être tout à fait critiqué. Premièrement, les actions. Donc c'est sûrement le plus classique, enfin quoique en France, je pense que le plus classique c'est l'immobilier. Donc les actions, tu vas simplement acheter une partie sous forme d'action d'une entreprise. Donc bon, si c'est une grosse entreprise, tu vas sûrement pas acheter une grosse partie, ça va être 0 avec plein de 0, 1%. Et ce qui va faire que tu vas percevoir en fonction de ton argent investi la croissance de l'entreprise. Donc si à la fin de ton horizon d'investissement, l'entreprise a fait x10, eh bien tu auras fait x10 sur ta mise. Et en plus, deuxième source de revenus possible, c'est si l'entreprise choisit de verser des dividendes aux actionnaires, tu vas en plus recevoir un revenu totalement passif tous les 6 mois, tous les 1 an de dividendes avec lequel tu pourras soit récupérer ou soit réinvestir. Donc tu as cette double source de revenus, à la fois la croissance de la valeur de tes actions et à la fois les dividendes potentiellement perçus. Je dis potentiellement parce que certaines entreprises n'en versent tout simplement pas. Donc c'est évidemment un investissement qui est très intéressant si tu arrives à déceler par exemple une pépite qui vaut encore que quelques centaines de millions ou même peut-être quelques milliards. C'est possible potentiellement que dans 10 ans, dans 15 ans ou plus, elle ait fait une très grosse multiplication. Peut-être qu'elle aura fait x15, peut-être qu'elle aura fait x40. Il y a même des gens qui ont fait des super coups, qui ont réussi à investir sur des entreprises qui étaient vraiment assez petites et qui ont réussi à faire x100. J'avais parlé une fois de l'exemple de Monster Energy, Monster Beverage, donc qui détient la marque Monster de boissons énergisantes, qui en 10-15 ans environ avait fait x100 en bourse. Donc le mec qui a mis son argent en pile au bon moment, il a fait x100 sur son fric en une petite quinzaine d'années. C'est quand même énorme, t'imagines, tu mets 10 000 balles, t'es millionnaire. Donc c'est très intéressant comme type d'investissement, mais l'inconvénient, c'est que ça demande des compétences pour bien faire ses choix. Si toi tu es un random que tu connais pas plus que ça et que tu dis bon je sais pas, je vais prendre cette entreprise, ces actions là, cette entreprise là, etc., que tu fais ça plus ou moins au pif ou juste parce que tu penses que voilà ça va être bien et que tu t'en fous, que tu te renseignes pas plus que ça sur l'analyse fondamentale, que tu regardes pas les bilans qui sortent tous les années, etc., pour voir si l'entreprise est sur une bonne route, eh bien il y a peu de chances que tu fasses des très gros rendements comme on a vu avant. Voilà, il y a moins que tu sois extrêmement chanceux, tu vas sûrement en fait faire même peut-être moins bien que ce qu'on appelle le marché, donc les fameux plus ou moins 10% en moyenne par an. Et du coup, dans ce cas-là, ce sera totalement débile parce que tu seras fait chier à choisir les entreprises pour faire moins de performance que si tu avais juste pris un ETF sans te faire chier. Donc moi, je dirais que si tu as des compétences, que tu as un analyse financier ou qu'en tout cas que tu as beaucoup de compétences qui te permettent d'aller déceler les bonnes entreprises et les bonnes actions pour faire plus que le marché, donc faire 1%, 2%, 5%, 10% de plus chaque année que le marché, là oui, c'est sûrement le meilleur investissement. Mais si jamais tu n'as pas ces compétences-là, et moi voilà, je te parle de ça, je les ai pas ces compétences, eh bien ça sert à rien d'aller, je pense, vers cet investissement. Autant aller vers des trackers ETF tout simplement. Après, moi, je t'informe, j'ai quand même des actions, donc d'entreprises individuelles, j'ai un portefeuille d'actions, mais il n'a pas été créé par moi-même, il a été créé par une personne qui est plus compétente que moi sur le sujet, et donc j'ai suivi son portefeuille. Donc voilà, j'ai confiance en cette personne parce qu'il a fait ses preuves, j'ai pas pris un gars au hasard pour qu'il fasse mieux que le marché. Après, voilà, c'est pas garanti, mais je pense qu'il y a des chances. Mais moi, si je faisais vraiment un portefeuille à la main, je pense pas que je pourrais faire un portefeuille qui est cool, mais je pourrais pas, je pense, faire mieux que le marché à long terme.
sachant que la majorité aussi, même des fonds d'investissement, n'arrivent pas non plus à faire mieux. Donc voilà, c'est quand même un défi assez costaud. Donc voilà, pour la plupart des gens, je dirais que les actions, c'est pas le meilleur investissement tout simplement. Deuxième point maintenant, l'immobilier. Est-ce que ce serait l'immobilier le meilleur investissement? Moi, je dirais que l'immobilier, c'est extrêmement chiant dans le sens où toutes les étapes que tu as pour passer de j'ai rien à j'ai des loyers qui tombent tous les mois sur mon compte en banque, c'est quand même une route qui est assez longue, surtout que si tu veux un revenu conséquent, il faudra peut-être le faire plusieurs fois, hein, enfin même sûrement plusieurs fois. Je vais essayer de dire ça en détail, puisque moi là, je viens d'acheter un bien là. Voilà, ça s'est fini il y a il y a une semaine, même pas. Donc voilà, j'ai encore les étapes en tête hein, pour te dire. Donc tu vas devoir rechercher un bien. Et c'est extrêmement compliqué, je sais pas où tu es géographiquement, mais moi là où je suis, c'est extrêmement compliqué de trouver un bien qui est, on va dire, qui vaut juste son prix, hein, sans même trouver une affaire de génie. Mais si tu veux trouver une affaire en plus hyper bonne, là c'est un truc de fou. Donc faut éplucher toutes les annonces, etc. En plus, souvent, c'est des annonces pas terribles. Donc si tu veux vraiment avoir des bonnes affaires, faut plutôt que tu aies des contacts en privé, tu vois, avec des agents immobiliers qui te font voir le truc avant que ce soit en ligne ou dès les premiers. Donc faut avoir des contacts, faut voir des gens, faut discuter, faut à chaque fois se déplacer pour aller visiter les biens avant d'acheter. Tu vas pas acheter sans avoir vu le truc, donc faut se déplacer en ville, etc. C'est chiant, ça prend du temps, c'est des rendez-vous, ça te coupe dans ton emploi du temps, ta routine, etc. Ensuite, faut faire les visites, faut faire des choix, ça va être plein de décisions. Est-ce qu'il est vraiment bien, la localisation, la taille de l'appart, est-ce que les bien entretenu, quels travaux je vais avoir à faire, etc. Enfin, c'est toute une somme de décisions. Ensuite, si tu trouves soi-disant une bonne affaire, eh bien tu dis voilà, je fais une promesse d'achat, etc. Faut ensuite, en tout cas pour la plupart des gens, que tu fasses un prêt à la banque. Donc tu vas voir le banquier. Faut qu'on t'accepte de te faire un prêt. Hein. Parfois, il faut faire plusieurs banques. Il y en a qui font 5, 6, 10 banques pour finir par avoir un prêt. Une fois qu'ils ont leur prêt, c'est bon, ils peuvent acheter, donc ils vont signer le compromis, c'est ça, chez le notaire, ça aussi c'est très complexe. Le compromis de vente, finalement ensuite, plusieurs mois après, etc., ça prend du temps. L'acte de vente, et là je te dis pas, c'est un truc, c'est long comme le bras. On te parle des risques de séisme autour de l'immeuble, on te parle de tous les petits détails, de trucs, des invasions possibles, des risques d'inondation, des risques d'incendie, etc. Enfin, vraiment, c'est un délire. Hein. C'est des trucs, ça fait vraiment, sans exagérer, 40 pages que je dois lire au niveau des contrats. Ensuite, il va falloir assurer cet appartement. Hein, voilà, si tu l'assures pas, je crois pas que c'est légal de toute façon. Donc, tu vas devoir comparer quelle est la meilleure assurance, que tu mettes ton bien, que tu l'assures, que tu payes tous les mois pour payer l'assurance de ce bien, que ce soit un appartement, un studio, une maison, peu importe. Ensuite, ça dépend là, de la situation, mais tu vas sûrement devoir acheter tous les meubles pour meubler le truc, à part si tu loues sans meubler. Après, il va falloir aussi peut-être faire des travaux, donc il va falloir contacter des entreprises d'artisans, voir laquelle est vraiment de confiance, et puis superviser les travaux qui seront plus ou moins longs pour que le truc finisse par être bien, tout simplement. Ça peut prendre des semaines, etc. Il peut y avoir des problèmes avec ça. Une fois que c'est enfin fait, si tu veux donc le louer, ça dépend si tu vas habiter dedans ou louer, mais si tu veux le louer, il va falloir mettre le truc sur des annonces, donc tu vas mettre ça sur le bon coin, etc. pour faire des visites. Tu vas devoir superviser toutes les visites avec plein de gens qui vont visiter, etc. Ensuite, selon les demandes que tu vas avoir, tu vas devoir sélectionner le locataire. Et c'est compliqué, voilà, parfois c'est conseillé d'appeler son ancien employeur, de voir sa situation, de voir s'il a des garants, de gérer une caution, etc. Donc c'est aussi chiant pour enfin trouver un locataire. Ensuite, si tu en trouves un bien, eh bien, il va finalement rentrer dans l'appartement, voilà, il va commencer enfin à payer son loyer tous les mois. Après toutes ces étapes, tu vois, tout ce bordel. Et là, en plus, c'est pas non plus 100% passif parce que s'il a un problème, il va t'appeler, il va falloir réparer peut-être un truc. Si un jour il y a un problème avec la chaudière, avec la porte, avec une vitre ou je sais pas quoi, faut aussi qu'il paye bien, être bien sûr de ça, ce qui est pas garanti à 100%. Et ça fait déjà pas mal d'étapes, hein. Ça fait déjà pas mal d'étapes, donc tout ça pour dire, putain, la vidéo du coup elle va être hyper longue. C'est chiant, voilà, enfin. Donc voilà, il y a ce côté qui est très chiant. Après, c'est vrai, il y a un gros avantage qui est exclusif à tous les autres investissements, c'est la possibilité qu'on te prête de l'argent à la banque. Voilà, ça pour le coup, c'est sans concurrence. Ce qui est bien, c'est que tu peux commencer avec un petit apport, tu vois, je sais pas, tu as 10 000 euros, ce qui n'est pas énorme, mais on va peut-être pouvoir te prêter 100 000 balles, et du coup, directement, tu peux investir 100 000 balles sans avoir à les sortir, sans avoir à les gagner de la force de tes bras. Et donc si derrière tu fais un bon investissement avec des bons loyers, avec un appartement aussi qui prend de la valeur avec le temps,
Bien sûr, tu vas rembourser avec des intérêts, mais ça peut être quand même très intéressant si tu fais en tout cas des bonnes affaires. Donc ça, c'est le gros point fort, c'est que tu peux commencer, on va dire, plus bas en étant débutant et avoir des assez bons résultats si tu fais le taf derrière, hein, parce que tu as le prêt bancaire qui permet de faire effet de levier. Mais c'est pour moi vraiment le seul avantage, parce que sinon le reste c'est juste hyper chiant. Si tu veux pas faire de prêt à la banque, n'y pense même pas, immobilier, ou alors peut-être juste pour acheter ta résidence principale, mais pas pour louer. Voilà, moi je t'ai dit que j'ai acheté, c'est pas pour louer, c'est pour faire ma résidence principale. D'ailleurs, prochainement tu verras un fonds différent, puisque je serai plus au même endroit tout simplement. Donc bref, je pense qu'on a assez parlé d'immobilier. Donc pour conclure, c'est pas un mauvais investissement ou je sais pas quoi, hein. C'est très intéressant pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent actuellement, mais qui ont une situation très stable où ils peuvent avoir des prêts facilement et qui sont prêts à aller sur le terrain pour faire des bonnes affaires en immobilier. Là oui, c'est vrai que ça peut être très intéressant, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, c'est pas pour moi, hein. Je peux pas, enfin, j'ai pas une situation extrêmement stable, etc., où je peux avoir les prêts facilement. Et en plus, franchement, moi, ça me fait chier toutes ces histoires. Donc, bref. Troisième point, celui-là, ça va être plus rapide, l'or ou les métaux précieux. Donc, l'or, l'argent, métal, le cuivre ou autre. Bah, ça, simplement, non. Voilà, au moins, c'est dit. Pourquoi? Parce que tu vas sûrement faire. Enfin, tu vas protéger ton argent de l'inflation, donc vaut mieux avoir de l'or que des euros ou du dollar, par exemple. Donc en soi, c'est une sorte d'investissement qui te protège, mais le rendement est juste nul à chier si tu compares à de l'immobilier avec des rendements locatifs ou des actions avec des rendements de dividendes plus croissance des actions ou croissance de l'immobilier. Tu vois, avec l'immobilier, tu peux faire, avec les rendements locatifs plus la valeur du bien, tu peux faire voilà, 5% voire plus par an. Avec les actions, tu peux faire 10% plus par an et tout. Mais avec l'or, non, avec l'or c'est de la merde, hein. J'ai pas le rendement depuis 40 ans, mais c'est très très faible. C'est peut-être 2-3% par an, un truc comme ça. Donc pourquoi, tout simplement, pourquoi, voilà. Pourquoi mettre son argent sur un truc qui fait 2-3%? C'est de la merde, hein. Ah, c'est pourri. Donc non. Ensuite, voilà, juste pour la blague, les cryptos, bah non, voilà, pourquoi? Parce que c'est trop récent, c'est trop spéculatif, c'est trop volatile, tu peux pas faire confiance à un truc qui existe depuis même pas 10 ans, c'est que mon avis, fais ce que tu veux avec ton argent. Pour moi, oui, il y a des gros rendements potentiellement, mais c'est méga risqué, et moi personnellement, j'ai pas envie de risquer l'argent pour lequel je travaille depuis des années et recommencer, donc perso, moi j'y touche pas. Voilà, affaire à régler. Tu connais mon avis, si tu veux plus en détail ma réflexion. J'ai fait une vidéo récemment, hein, les cryptos c'est de la merde, au moins tu pourrais voir ça, mais du coup non. Et dernièrement, on va parler des ETF. Et là, bah oui. Alors c'est vrai que tu pourras jamais faire des trucs de fou furieux comme avec les actions, tu vas jamais faire x100. Hein, voilà, sur un ETF, tu vas jamais faire x100 sur ton argent, c'est vrai. Tu vas jamais mettre 10 000 euros et 15 ans plus tard, tu as 1 million. Voilà, ça c'est, voilà, il n'y a pas de ce côté rêve, c'est possible de faire fortune complètement, puisque en fait un ETF, pour le dire simplement, ça traque un indice, ça répertorie souvent des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'entreprises cotées en bourse, et c'est possible qu'une entreprise fasse x100, mais c'est impossible que 1000 entreprises fassent x100, donc ça n'arrivera jamais. Donc en gros, à contrario des actions, tu vas jamais exploser, tu vois. Mais par contre, tu as une sorte de performance qui est plutôt bonne, qui est garantie à long terme. Donc c'est moins risqué en fait tout simplement puisque tu vas suivre un indice, par exemple l'indice MSCI World, l'indice SP500, l'indice CAC 40 AX25, etc., etc., tous les indices que tu veux. Ça dépend, il y en a qui sont pourris, hein, qui font pas grand chose. Franchement, le CAC 40, c'est pas ouf. Mais tu vois, le SP500 qui est plutôt pas mal, qui fait 10,5% depuis 40 ans en moyenne. Donc ça veut dire que tu vas suivre ça. Donc t'as aucune chance d'exploser. Mais même s'il y a un crack ou quoi, ça finira toujours par remonter. Parce que tout simplement, ils virent les entreprises pourries pour en remettre des meilleures. Donc ça, c'est toujours croissant à long terme. Une entreprise unique, avec les actions, tu peux perdre tout ton argent, l'entreprise peut faire faillite totalement, mais un indice avec 1000 entreprises, non, les 1000 entreprises ne vont pas toutes faire faillite, voilà, ça n'a aucun sens. Donc ce qui est bien, c'est que tu as de la croissance à long terme, plutôt garantie, en moyenne autour des 10%, voire plus si tu connais les bons indices, hein. Ça c'est très très peu de gens qui les connaissent, mais bon. Donc pour moi, les deux gros avantages, c'est t'as rien à faire, tu vois, t'as même pas à te prendre la tête à choisir un appart, à choisir une entreprise, etc. Tu te fais pas chier, t'as juste à connaître les bons indices, à faire un bon mélange pour que ce soit bien diversifié.
Et c'est tout, tu vois, c'est hyper simple. C'est pour ça que j'appelle ça passif, c'est hyper simple et passif. Donc gros avantage, ça te prend pas la tête, ça te casse pas la tête. Tu peux te concentrer sur ta carrière, sur ta vie, sur ton entreprise, sans te casser la tronche à côté. Donc méga avantage. Deuxième méga avantage, c'est que c'est peu risqué dans le sens où même s'il y aura des cracks, les indices finiront toujours par remonter. Donc tu ne veux pas perdre tout ton argent, contrairement aux cryptos, aux actions ou je sais pas quoi, tu vois. C'est extrêmement sécure à long terme. Et en plus, c'est des performances qui sont loin d'être ridicules. Hein. Si tu arrives à choisir des bons indices qui font 10% par an, c'est déjà mieux que la plupart des fonds d'investissement, donc c'est loin d'être faible. Et le seul désavantage pour moi, c'est que t'as pas ce côté où tu peux exploser. C'est vrai que tu vas jamais faire fois 100, voilà. Tu vas jamais faire fois 100, fois 70 en 10 ans. Ce sera plus modéré. Évidemment, c'est le rapport risque-rendement. Mais pour moi, pour quelqu'un qui veut pas trop se prendre la tête, qui a pas trop de connaissances, de compétences, qui veut pas trop passer de temps, mais qui veut quand même des bons rendements, profiter des intérêts composés à plus ou moins 10% par an, c'est tout simplement le meilleur choix. Donc pour moi, dans cette vidéo, le meilleur investissement, pour moi, ça va dépendre des situations. Quelqu'un qui adore l'immobilier, qui peut avoir des prêts facilement, c'est sûrement l'immobilier pour lui. Quelqu'un qui est hyper compétent en actions, en analyse d'entreprise fondamentale, ce sera probablement les actions. Mais pour, je pense, la plupart des gens, monsieur tout le monde, ce sera les ETF, donc les trackers d'indices. Voilà pour la réponse à cette vidéo. Évidemment, tu t'en doutes, puisque cette semaine, je sors ma nouvelle formation investissement passif sur l'investissement sur les ETF de manière optimale. On va voir quels sont les meilleurs ETF pour avoir le meilleur rendement, pour équilibrer son portefeuille le plus diversifié, le plus sécure possible. Bref, si tu veux voir ça plus en détail, je te ferai pas le pitch une deuxième fois aujourd'hui. Tu peux cliquer sur la vidéo que je te mettrai à côté donc pour la présentation un petit peu plus de ce concept. Donc tu cliques dessus pour voir la vidéo qui est sortie l'autre jour, ou si tu veux aller directement voir plus d'infos sur cette formation qui est en réduction exceptionnelle pendant une semaine. Donc là, dimanche soir, c'est terminé. Je sors des vidéos sûrement en milieu de semaine, donc il te reste quelques jours si jamais tu voulais en profiter. Donc décide-toi oui ou non, mais en tout cas décide-toi maintenant. C'est le premier lien en description, tu as juste à cliquer et tu pourras faire ton choix à ce niveau. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo aura pu te plaire. Je te dis à très vite et à la prochaine.